Du coup, j'y vais avec un copain qui est un copain d'enfance, quoi, avec qui j'en ai appris à jouer au poker. Donc j'y vais vraiment dans l'inconnu. Et d'ailleurs, mes parents flippaient un petit peu parce que c'est vrai que le poker à cette époque-là, c'était quand même genre très très inconnu. Et à l'époque, il y avait un croupier qui me regarde comme ça, j'étais sur sa droite, je me souviendrai vraiment tout le temps, et qui me dit t'es pas prêt de gagner ou un truc comme ça, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Enfin vraiment, qui me fait la remarque comme ça, tu vois. Et j'appelle mes parents, mon père, il me dit mais pourquoi tu veux faire ça? Je lui dis en gros c'est simple, je pense être bon, mais si je veux être le meilleur, il n'y a pas d'autre possibilité que d'arrêter de me consacrer à fond. Salut Alex, salut à tous, merci énormément d'être avec nous aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir, surtout que t'es bien pris, c'est pas évident de te capter entre deux lives. Je vais pas te demander de te présenter parce qu'a priori tout le monde te connaît, mais comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, donc merci pour l'invitation, c'est toujours sympa de partager un petit peu. Du coup, ouais, ça va très bien, je reviens de Marrakech où il y avait un beau soleil, et puis je suis revenu dans ma grisaille de galloise, mais voilà, je suis content, je suis bien. J'ai vu quelques photos de rando au Pays de Galles, ça a l'air quand même assez magnifique pour se détendre entre deux lives, ça a l'air cool quand même. Ouais, les paysages sont vraiment très sympas, honnêtement, il y a des endroits qui sont vraiment très très jolis. Après, bon, voilà, enfin, c'est pas le seul lake, mais un des X, c'est le temps. Mais bon, on arrive à faire avec, et puis encore une fois, c'est toujours pareil. On se plaint, mais au final, on est bien, quoi. Et puis départ, retour au soleil dans quelques jours, puisque tu vas à Chypre pour le magnifique EPT, a priori. Ouais, voilà, Chypre, c'est une destination quand même. On s'était croisé là-bas l'année dernière déjà. Et clairement, c'est une super destination, quoi. Je sais pas si t'avais apprécié ou pas, mais les conditions pour jouer sont juste exceptionnelles, quoi. Et c'est un des meilleurs spots, hein. Je connaissais pas non plus. C'était la première fois que j'y allais, c'était l'année dernière. Et bah voilà, hâte d'y retourner. On aura l'occasion d'en reparler, mais il me semble que ça fait partie de tes objectifs de jouer les Tritons à un moment. Est-ce que tu vises Chypre en particulier ou t'as pas de préférence sur la localisation, sur ton premier event Triton? Non, j'ai pas de préférence. Alors bah, clairement, je me vois pas aller pour les premiers en Asie ou quoi, parce que c'est un peu loin. On sait pas enfin, je sais pas au niveau de l'organisation, c'est un petit peu compliqué les Tritons. Du coup, si jamais pour X ou Y, il peut y avoir un hic, c'est bien d'être à côté pour pouvoir réagir rapidement, j'ai envie de dire. Je parle vraiment au niveau pour pouvoir buy-in ou des choses pour lesquelles on n'aura pas forcément réfléchi. Mais non, j'ai pas de destination réellement en tête. Voilà, pour l'instant, non. Je voulais revenir un peu avec toi sur ton parcours parce qu'il est un peu atypique au moins de mon point de vue puisque j'ai suivi la voie du online et toi un peu plus du live. Donc tu découvres le poker en 2009. À ce moment-là, t'es étudiant en école d'ingé, c'est ça? Ou t'as Non, fini? je dois travailler, ouais, je suis déjà en train de travailler. Je suis ingénieur dans les travaux publics, enfin dans les bâtiments, pardon, ça fait longtemps, j'ai oublié. Dans le bâtiment, donc je suis dans une grosse boîte et ça se passe bien. Ma femme Aurélie, elle, est aussi ingénieure dans l'audiovisuel. Et puis on va chez des amis qui étaient à la base des amis à elle. On va jouer une partie de poker avec des jetons entre nous. Enfin voilà, c'est vraiment le truc en plus vraiment à l'arrache. C'est-à-dire qu'on sait pas si c'est du cash game, du tournoi. C'est un peu un mélange de tout, quoi. Cash game où les blindes augmentent. Voilà, c'est un peu ça, mais où ça se finit à pas d'heure. Enfin, il n'y a rien qui est réellement calculé. Et au final, bah, ça se passe mal pour moi, ça se passe bien pour Aurélie, mais on a kiffé, vraiment, on a kiffé le jeu tout de suite. Et puis, bah, on s'est mis à un peu se renseigner sur ce jeu, quoi, et tout ce qu'il y avait autour. Et puis on a joué entre amis ensuite, voilà, tranquillement, comme beaucoup, j'ai envie de dire, avec une mallette et quelques jetons, et puis voilà. Et là, il y a le point .fr qui arrive. Toi, tu t'y mets pas du tout, ou très peu. Alors, je m'y mets très très peu en 2010. Donc là, là au début, c'est la dernière compte, c'est 2009. Je m'y mets très très peu en 2010. Le premier pas que j'ai fait surtout, c'est à l'époque, en fait, moi j'habitais en région parisienne et il y avait le cercle, l'ACF, l'Alliance Club de France, qui était un des cercles les plus renommés. Et du coup, je décide de passer le pas et d'aller dans les cercles, qui est quand même un endroit à cette époque-là où on se demande ce que c'est, quoi, clairement, quoi. Pour y aller, c'est pas si anodin que ça, j'ai envie de dire. Et t'as des potes qui y vont ou c'est Pas du vraiment tout. juste toi, tu te dis, tiens, je vais tester Ouais, je connais vraiment pas. Je me dis juste que j'aime trop le poker et que j'ai envie de le jouer un peu plus sérieusement. Et je sais pas pourquoi, mais le côté internet, j'y jouais, mais j'y jouais, si tu veux,
un peu sur Everest en eau, tu vois, en eau monnaie, quoi. On regarde juste comme ça rapidement. Mais j'étais vraiment attiré par le côté un peu, tu vois, l'étape finale des WPT qu'on voyait avec les jetons, tout le à côté, la rencontre de gens, etc. Et du coup, j'y vais avec un copain qui est un copain d'enfance, quoi, avec qui j'en ai appris à jouer au poker. Mais voilà, pas plus, quoi. Je connais personne qui a déjà passé ce cap-là, si tu veux, donc j'y vais vraiment dans l'inconnu. Et d'ailleurs, mes parents flippaient un petit peu parce que c'est vrai que le poker à cette époque-là, c'était quand même genre très, très inconnu. Et on n'entendait pas que des choses très bien à ce sujet-là. Et puis bon, après, c'est toujours pareil, c'est des mythes, hein, plus ou moins, on va dire. Et voilà, je me mets à jouer à l'aviation, donc de temps en temps en 2010, mais vraiment sur les tournois à 30 euros, 50 euros, une fois de temps en temps, enfin c'est vraiment très très rare. Et je commence à jouer un peu plus sérieusement. Donc Aurélie me rejoint au fur et à mesure. Ouais, 2011, c'est ce que j'avais vu. Voilà. Aurélie elle se lance dans le truc aussi. Voilà, elle se lance dans le truc. Et en fait, c'est elle qui a, si tu veux, moi, ça se passe très bien à l'aviation. J'ai des très bons résultats dans les tournois live que je joue, qui sont les tout petits buy-in, encore une fois, mais ça se passe vraiment très bien. Dès le début. Ouais, franchement, à l'aviation, ça s'est vraiment très très bien passé, quoi. C'est un peu ma chance. Et alors, mon tout premier tournoi, non, pas du tout. Mon premier tournoi, c'est même j'ai une anecdote assez drôle. Donc j'arrive en live, je suis là, je suis autour de la table, j'ai mes jetons, je joue un tournoi à l'époque, c'est le premier tournoi que j'ai fait, j'y connaissais rien, et c'était un 50 rebuy qui était différent des re-entries, c'est-à-dire que le rebuy, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es à la table et que tu fais tapis et que tu perds ton stack, tu es obligé de recaver à l'endroit où tu es, c'est-à-dire que tu ne changes pas de table, et si tu ne recaves pas au moment T, tu es éliminé, tu ne pourras plus re-entrer. Voilà, donc c'est la nuance avec le re-entry. Et du coup, bah, moi j'arrive, je sais pas combien j'ai de bankroll à ce moment-là, mais tu vois, si je te dis 500 euros, c'est le bout du monde, tu vois, genre j'ai juste fait des 10 euros avec des copains, quoi, tu vois, donc voilà. Et tu sépares déjà ta bankroll poker des sous, enfin, t'as vraiment un truc dédié au poker à ce moment-là Bah c'est pareil, j'ai fait mes premiers tournois de poker avec des amis où j'ai peut-être engagé, je sais pas, on faisait des tournois à 5, 10, 20 euros si tu veux dans un premier temps, après on est monté à 50, mais au début c'était à peu près ça. Donc ces premiers sous, j'avais pas de bankroll, c'est l'argent de mon salaire, quoi, si tu veux, quoi. Hein. Je sais pas si j'ai gagné la première, la deuxième ou la troisième partie, j'en sais rien, mais à partir de là, ouais, j'ai quand même, tu vois, construit une bankroll avec ça. Et bon là, je parle de trucs qui sont complètement, enfin les gens vont m'écouter, ils vont dire ouais mais c'est n'importe quoi et tout, mais bien évidemment il y avait pas de, déjà c'était pas mon métier pour commencer. À cette époque-là, je m'amusais, donc j'avais aucune idée de la gestion de bankroll, ce que ça voulait dire, ce qu'était la variance, je connaissais absolument rien, quoi. Donc je suis allé jouer ce tournoi-là, j'avais juste conscience de l'argent, pas de bankroll mais de l'argent, donc quand j'arrive à ce tournoi avec ces 50 euros déjà, je me dis c'est énorme, et puis ces recaves illimités, je me rendais pas compte de ce que ça pouvait être, mais à l'aviation, à cette époque-là, il faut savoir que y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de black et du coup qui peuvent flamber assez facilement, quoi. Et il y avait énormément ça durait 1 heure, je crois, la période de recave, si je dis pas de bêtises. Et c'était tapis sur tapis sur tapis sans voir les cartes, vraiment, quoi. Donc c'était du gamble, et moi j'étais là, et tu sais, j'étais un peu en mode je limp, tapis, je fold, je limp, je tapis, je fold. Il y avait la ligne, je savais pas si je devais la passer, pas la passer. Et à l'époque, il y avait un croupier qui était un peu la mascotte, si tu veux, quoi, et qui me regarde comme ça, j'étais sur sa droite, je me souviendrai vraiment tout le temps, et qui me dit bah t'es pas prêt de gagner ou un truc comme ça, c'est pas comme ça que tu vas gagner, enfin vraiment qui me fait la remarque comme ça, tu vois, et ça me marque un petit peu. C'était très prémonitoire comme remarque. Ouais, bah, bon. C'est peut-être grâce à ça aussi que tu vois j'ai fait ça, mais en tout cas bon bref, donc du coup j'ai pris conscience aussi de ça, j'ai plus fait ce tournoi là dans un premier temps parce que je me rendais compte que c'était trop cher pour moi, quoi, tout simplement, et du coup j'ai refait des tournois un peu moins chers, un peu plus freeze out, un peu différents, et je voulais, par contre c'était vraiment mon objectif, c'était de jouer à l'aviation parce que j'en avais entendu que du bien, et j'avais entendu qu'à l'époque, toute proportion gardée avec les joueurs de online, etc., que c'est encore différent, mais c'était le cercle vraiment mythique avec les meilleurs joueurs, etc. Et j'avais ce truc toujours enfin j'ai toujours eu d'ailleurs un peu ce truc de ok, ça me dérange pas de perdre de l'argent dans un premier temps, ça me dérange pas d'apprendre, en fait, de payer pour apprendre, si derrière j'en tire les conclusions nécessaires qui me permettront de progresser et de pourquoi pas
être meilleur qu'eux après, quoi, tu vois. J'avais déjà cette réflexion-là, et voilà, mais c'était cool. Même aujourd'hui, il y a encore cette nostalgie et ce côté mythique qu'entoure l'aviation, quoi, où les gens en parlent encore avec émotion en se disant, ouais, bah, à l'époque de l'aviation, c'était quand même autre chose et tout. Du coup, à 2012, tu claques ta première perf sympa à l'aviation pour 20K, je crois. Donc c'est mon haut buy-in, quoi. Je joue vraiment là à ce moment-là, donc j'ai fait 2011 où j'ai un petit peu joué. Les tournois, encore une fois, se passent plutôt bien réguliers. Donc faut savoir que moi à cette époque-là, je travaillais, donc je jouais absolument jamais la semaine, mais je jouais tous les week-ends, quoi. J'arrivais le vendredi soir, je jouais en live. Je faisais l'aller-retour, j'arrivais le samedi après-midi, je faisais le tournoi le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche. Enfin, je dormais très très peu parce que j'avais un boulot aussi où pareil qui était quand même assez intense. Et donc une hygiène de vie bien dégueulasse, mais je kiffais, quoi. Et là je fais cette période des FOP, donc il y avait le bronze, argent et gold, je crois, si je dis pas de bêtises, il y en avait 3, il me semble, peut-être 4. Et donc les FOP, c'était le bronze, c'était le moins, on va dire, important. Mais pour moi, bah, c'était le seul que je pouvais réellement jouer, et je finis par le gagner avec, d'ailleurs, à ce moment-là, je crois que je fais la finale avec un de mes futurs meilleurs amis, et que je connaissais pas à l'époque. Et voilà, donc c'est un très beau souvenir, quoi. Et c'est un peu cette année-là qui m'a lancé, puisque j'ai fait une très belle année en 2012 déjà pour la suite, quoi. Et du coup, tous les week-ends, Aurélie, elle est avec toi, elle va au cercle en même temps, donc vous avez ce rythme de ouf tous les deux ensemble, quoi. Ouais, vraiment, on est passionnés tous les deux à fond à l'aviation, donc on est un peu le petit couple de jeunes qui arrive, tu vois, machin, on est apprécié, on échange avec pas mal de joueurs, etc. Donc c'est vraiment, ça devient vraiment une deuxième maison à cette époque-là. Moi, j'étais un passionné de foot jusqu'à 18 ans, on va dire, quoi, 18-19 ans. Et là, j'ai retrouvé ma deuxième passion où je suis vraiment, je te dis, je dors et je vis que pour ça, quoi, vraiment, quoi, à cette époque-là. Ouais, j'ai entendu une petite anecdote sur le foot, Abou qui t'a remotivé à te mettre au sport. Ouais, c'était drôle, ouais, carrément. Et Ouais, pour la raconter. Ouais, vas-y. non, c'est juste pour la raconter. C'est que bah, donc je joue au poker. Je passe, je sais pas, à cette époque-là, ça devait faire au moins 5 ans que que j'ai une hygiène vraiment déplorable, pour pas dire plus. Et puis on va jouer au foot avec Abou, donc à un moment en foot 5. Et à la fin du match, il me regarde étonné, il me dit mais je pensais pas que t'avais ce niveau et tout. Je dis comment ça, tu pensais pas? Et moi en fait, j'avais complètement, enfin, j'avais perdu, j'avais toujours été sportif jusqu'à 18-20 ans, quoi, et là c'était plus du tout le cas, et en fait je me rendais pas compte de l'image que je pouvais redonner aux gens, et qui était une image d'un mec qui était pas du tout sportif, quoi, clairement, quoi. J'avais pris des kilos, j'étais plus du tout le jeune que j'avais été, on va dire, et là ça a été un déclic, quoi, clairement, et ça m'a permis aussi, bah, un peu comme peut-être le croupier qui m'a dit que, tu vois, j'en sais rien, mais ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, et derrière j'ai essayé de faire les efforts nécessaires pour me remettre à niveau, quoi. On a été beaucoup sur les 3-4 premières années à prendre les 10-15 kilos très rapidement. Ah, c'est incroyable. T'étais pas le seul, t'inquiète pas. Ouais. Avant, du coup, t'as été très à bon niveau en foot. Est-ce que t'as fait aussi des jeux vidéo ou des trucs qui se rapprochent un peu du poker? Bon, après, le foot donne un esprit de compétition aussi qui est important. Enfin, le sport en général. Ouais, le sport en général. Non, honnêtement, jeux vidéo, j'y ai joué comme tout le monde, hein. J'ai joué à Call of, j'ai joué à FIFA, j'ai joué à PES, j'ai joué, voilà, tous les gros jeux, on va dire, quoi, qui jouent à plusieurs. J'ai jamais été réellement bon, tu vois, genre, pas du tout. Et là, pendant le Covid, je me suis mis à jouer à PUBG avec le clavier, la souris, alors que je jouais sur console. Je peux te dire que j'étais même très nul, quoi, voilà. Donc, tu vois, non, j'ai jamais eu cette dextérité, genre, pour les jeux vidéo ou quoi. C'était pas mon truc, quoi. Même si ça me plaît. Ouais, c'est cool. J'ai eu la même expérience sur Fortnite, genre. Tirer sur les gens et construire des trucs en même temps, c'était beaucoup trop pour moi, quoi. On a passé l'âge peut-être aussi. C'est compliqué d'allier les deux. Et cette perf,
à 20K à la CF est-ce que c'est à ce moment-là que ça germe un peu dans ton esprit? Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, plus tard? Non, en vrai, bon, ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais donc vraiment, je réagis là-dessus parce que c'était le cas. Bon, c'était les petits fields, hein, on jouait des tournois entre 80 et 150 personnes réguliers, si tu veux, mais mon taux de réussite était vraiment très bon, donc c'était cool, quoi. Et du coup, ça m'a donné énormément confiance là-dessus. J'ai changé avec les gens. Encore une fois, je me souviens d'un joueur de l'aviation qui, avant que j'arrive, gagnait vraiment énormément et qui m'avait apprécié alors qu'il aimait pas trop les gens parce qu'il était vraiment en mode, tu vois, c'était son gagne-pain, quoi. Et il m'avait apprécié, on avait discuté, et puis à un moment il me disait, putain Alex et tout, mais vas-y arrête de coacher, quoi, t'es chiant et tout machin. Mais moi je coachais pas pour coacher, je coachais parce que ça me plaisait en fait d'échanger avec les gens. Et puis en vrai, si tu réfléchis bien, tu vois, genre, si tu leur dis de faire des choses et puis que tu sais qu'ils vont faire ça, au final, ça t'aide aussi indirectement, tu vois, genre, tu vois. Et puis t'échanges, c'est cool d'échanger, les gens, ils apprécient, moi, j'apprécie aussi, enfin, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, et puis j'ai fait mon année 2012 qui s'est vraiment bien passé aussi, tu vois, à mon niveau, à cette époque-là, bien évidemment, mais je vais à Marrakech, ça se passe bien. Aurélie, donc c'est elle qui a commencé, ce que je disais tout à l'heure, qui a commencé à avoir des résultats un peu à la sortie de l'aviation, c'est-à-dire qu'elle a commencé à faire des ladies, ça s'est bien passé pour elle, on a commencé à bouger un petit peu, et puis, et tout en alliant ça avec mon boulot, parce qu'au final, les tournois, ça se finit le dimanche soir très tard. Moi, le lundi matin, à 7h du mat, il fallait que je sois sur le chantier, tu vois, donc tu vois, j'avais quand même des impératifs et tout. Donc ça, c'était un peu compliqué à gérer. Mais non, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le hasard a fait qu'en fin 2012, Aurélie, professionnellement, elle se met d'accord avec son patron, et puis elle se retrouve à avoir un peu de temps devant elle pour chercher un autre boulot, quoi, si tu veux. Et elle décide pendant cette période-là de jouer et de voir ce que ça donne, quoi, de prendre du plaisir et pourquoi pas. Et puis moi, j'ai encore une fois été toujours élevé dans le travail, c'est la base, quoi, tu vois. Donc il n'y avait pas dans ma tête, c'était même pas envisageable de faire autre chose, quoi. J'étais dans mon taf, je kiffais, j'étais un peu, voilà, genre déjà, tu vois. Prêt à faire ça toute ma vie, quoi, tu vois, genre les embouteillages, ça faisait partie de mon quotidien, voilà, j'avais vu mon père, mes parents, machin, etc., il n'y avait pas de souci, et j'avais un bon boulot, un bon avenir, enfin c'était cool, quoi. Et puis, mais Aurélie, non, ça lui plaisait pas, et en fait, on part bon, je fais toute l'anecdote, mais on part en Guadeloupe chez des amis, je fais une session online l'après-midi, donc là je commence à jouer un peu online, mais encore une fois c'est vraiment très très ponctuel, quoi. Et même, j'ai une anecdote là-dessus, je jouais online la semaine, ça m'arrivait, comme je me levais tôt, à minuit, de laisser mon tournoi vraiment, tu vois, genre, de pas finir. Genre, je laissais les blindes, et en fait, je jouais pour apprendre des choses, si tu veux, quoi, et j'avais déjà ce truc-là en tête, mais voilà, c'était pas mon revenu, le online, quoi, c'était vraiment mon laboratoire, j'ai envie de dire, quoi, tu vois. À minuit, peu importe le deep run, il faut savoir que Alex va se coucher. C'était un peu ça, quoi. Les scoops, W coupe, pas... Non, bah après, je faisais attention au buy-in que je jouais à ce moment-là, tu vois, mais ouais, vraiment, dans la tête, c'était ça, quoi, c'était genre, je m'amusais et tout, et puis j'avais appris des choses, en tout cas, de l'expérience, etc., et puis bon, bah, j'arrêtais, tant pis, il fallait que j'aille coucher, il y avait, genre, l'important, c'était vraiment mon boulot à cette époque-là, quoi. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je joue online l'après-midi, je gagne mon satellite pour le PT de Deauville, donc mon premier EPT, je suis comme un fou et tout, du coup, je vais à l'EPT de Deauville, JTM ce tournoi, voilà, depuis 2013, donc là, Aurélie, encore une fois, elle est toujours à l'arrêt au niveau de son boulot, pour remettre dans le contexte. Moi, JTM le PT, j'ai des amis qui sont très à cette époque-là, qui poussent un petit peu, qui sont pas professionnels de poker mais qui ont des très bons résultats, donc je peux le citer, hein, c'était Laurent Polito, hein. Voilà, et quand JTM ce tournoi, il me pousse en fait à jouer le 10K et roller tout de suite, et du coup je suis là, je connais rien au stacking, tu vois, je suis complètement, voilà, je vais pas tout réinjecter, en plus surtout qu'à l'époque, bah, j'avais dû prendre 8005, j'avais même pas pris le double, quoi, si tu veux, quoi, tu vois. Donc il m'explique un petit peu et tout, et je rentre et je dis à Aurélie, bon bah écoute, je vais jouer le 10K, donc là elle comprend pas, tu vois, elle me dit mais ça va pas et tout, machin, je dis mais si, je vends, je sais pas quoi, je lui explique un petit peu, et puis bah au final je me retrouve à faire troisième de ce tournoi dans l'enchaînement, quoi, et non, pas du tout, à ce moment-là, c'est 100K, je gagne 110K, 100, ouais, non, je gagne 110 000, quelque chose comme ça.
Et là, je me retrouve, quand je fais ça, tu vois, je suis en mode, ok, bon, maintenant, il faut que je me pose des questions. Aurélie, elle a arrêté depuis un bout de temps, ça lui plaît. Elle me dit mot pour mot, à un moment, elle a eu cette phrase aussi qui m'a un peu touché, en mode, écoute, tu vois, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec les gens qu'on aime vraiment, tu vois. Et ça me marque aussi, quoi. Je me dis, c'est vrai que c'est pas logique, quoi. Tu vois, il y a un truc qui va pas, donc... je me dis, si on peut essayer et avoir un peu plus de temps pour nous et tout, c'est vrai que c'est cool. Et du coup, je prends la décision d'arrêter le boulot, j'appelle mes parents, ma mère bien sûr un peu en panique, mon père un petit peu aussi, mais me pose quand même cette question-là. Et il me dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Et je lui dis, en gros, c'est simple, je pense être bon, mais si je veux être le meilleur, il n'y a pas d'autre possibilité que d'arrêter de me consacrer à fond, quoi. Donc ça me coûte un an, si j'y arrive pas, je reprends mon boulot, je suis repris. J'ai pas d'enfant. Si jamais, par contre, ça se passe bien, bah, c'est cool, quoi. Donc voilà, mes frères ont poussé aussi dans ce sens-là vis-à-vis de mes parents. Et puis ça s'est fait assez facilement au final, quoi. Ouais, t'étais dans une situation qui était quand même hyper stable par rapport Voilà. à beaucoup de gens qui se lancent. C'est ça. Donc début d'année 2013, assez fou. Tu restes... Qu'est-ce que tu grindes après sur les années qui suivent, genre de 2013 à 2017, on va dire. Tu restes sur les tournois un peu majoritairement en France. Alors, oui. Tu vois, je vais bouger un petit peu en Belgique. Je continue à aller à la destination de Maroc parce que c'est une destination qu'on connaît et qu'on apprécie énormément. J'ai fait quand même quelques EPT quand même. J'ai joué quelques EPT. En tout cas, les festivals, je jouais pas tous les mêmes parce que bien évidemment, à ce moment-là, c'est beaucoup d'argent. Et je me mets à jouer online. Donc je décide de passer pro du coup en 2013. Hein, c'est la date où voilà, je décide de passer pro. Et je sais, j'ai la conscience de savoir que si jamais je veux continuer à être pro et à progresser, etc., je dois passer par l'online. Il n'y a même pas de questions à se poser. Donc là, je me mets à jouer online. Je joue quand même relativement cher tout de suite, tu vois, genre je suis sur le point .fr, hein, je suis sur le point .fr, mais je joue vraiment, mon plus bas buy-in, ça va être un 50 balles quand même, tu vois, donc je grind quand même tout de suite, ça c'est cher, quoi. C'est dur quand tu viens du live et que tu commences à jouer online de faire l'ajustement sur les buy-in parce qu'en live tout est cher, tu vois, les plus petits tournois que tu dois jouer, ça doit être 100 € et là, bah, t'as l'impression que le HR Winamax à 250 tous les soirs, c'est pas très cher, quoi. C'est exactement ça, sauf que comme tout le monde le sait, le niveau technique il est incroyable sur ce tournoi-là. Le High Roller, bon voilà, 250, c'est les meilleurs joueurs FR qui jouent, donc forcément le niveau est quand même très bon. Et moi, donc je te dis, je joue les 50, les 100, je joue sur très peu de rooms par contre parce que je multitable pas beaucoup, hein. Tu vois, genre, j'ai pas encore, comme on parlait de dextérité tout à l'heure, c'était un peu la même chose. J'ai toujours ce skipping process quand je jouais à cette époque-là online, bah il faut que je prenne l'habitude, hein. Ça va plus vite, c'est différent, on voit moins les gens, etc. Mais ça se passe bien, honnêtement, ça se passe plutôt très bien. Et donc c'est cool. Donc voilà, j'apprends comme ça à kiffer et puis j'allie les deux, quoi, en fait, quoi. On arrive en 2017, qui est peut-être une année charnière dans ta carrière. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah, je vais te laisser en parler. Je sais pas si je sais pas comment tu as vécu cette perf, mais vas-y, raconte. Alors déjà, ça va situer pour le après aussi. Ce qui se passe, c'est qu'en 2016, je gagne 2 DSO dans la même année. D'accord? C'est pour la suite que je parle de ça. Du coup, je vais faire le main event, donc ma fin de Vegas. Donc j'ai fait mon premier Vegas en 2013. Donc tu me demandais si j'allais à l'étranger. Oui, mon premier Vegas, je l'ai fait en 2013. Et d'ailleurs, ça s'est très très mal passé. C'est une de mes pires expériences, quoi. Mais pareil, qui a dû me servir pour la suite. Et quand, 2017, je deep run donc le main event, je finis 16e avec tous les Français, donc voilà, c'est assez fou et tout. Et je me souviens de cette phrase quand je perds, où les journalistes français sur place, les couvreurs sur place me disent ouais, tu dois être déçu. Et puis à l'époque, on entendait beaucoup ce mot de ouais, c'est ton white time, tu vois, genre, tu vois, et tout. Et moi, je l'avais déjà banni de mon vocabulaire parce que pour moi, ça avait aucun sens de parler de white time. Vraiment, c'était genre le truc pour moi qui a vraiment aucun sens, quoi. Et je disais, ouais, non, enfin, genre, en gros, je leur dis, j'ai perdu. Déjà, pour info, je pense que j'ai été short depuis très longtemps, donc j'étais content d'être là, quoi. Je prenais quand même une somme assez conséquente. Ça, tu vois, tu relatives quand même. Alors, bien évidemment que par rapport à ce qu'il a gagné, il y a une grosse différence, mais quand même, quoi.
Et puis à ce moment-là, je pense que j'étais pas forcément non plus, tu vois, genre prêt à le gagner dans plein de contextes, tu vois, genre, tu vois. Donc moi, quand ça m'arrive et qu'on me dit ça, j'ai envie de dire, bah non, en fait, tu vois, genre l'année prochaine, le joueur de mon niveau, ok, qui fera ce tournoi-là, bah il a moins de chances que moi de gagner, puisque moi j'ai l'expérience en plus d'avoir fait ce tournoi-là. Tu vois, genre on repart à zéro, y a pas de je l'ai fait une fois, je peux plus le refaire. Non, tu vois, genre, tu vois. Et je voyais vraiment ça comme ça, et j'étais pas du tout déçu, quoi. Et l'année d'après, genre, j'étais meilleur, clairement. Je l'ai redip run, j'ai fait 80, je crois, quelque chose comme ça. Et là, j'avais eu beaucoup de jetons, je me sentais bien à l'aise à table, etc. Et là, j'étais un peu plus déçu, tu vois. Ouais, bon après, encore une fois, je passe vite à autre chose et tout, mais ouais, j'étais un peu plus déçu. Mais en 2016, pas du tout, du tout, du tout, quoi. Tu vois, genre, voilà, c'était cool, c'était une expérience incroyable et j'ai pris vraiment que le positif, quoi, on va dire. T'as l'air d'avoir une vision assez claire rapidement de ce qu'il fallait que tu fasses pour progresser. Tu vois, t'as l'air d'avoir été très vite dans l'état d'esprit, pas parfait, parce que j'imagine il y a toujours des trucs à améliorer, mais un état d'esprit qui maximisait vraiment tes chances de réussite. Tu vois, quand tu disais, bah, je savais que j'allais pas gagner online, mais j'étais là au tout début, mais j'étais là pour progresser. Ou pareil, sur tes premiers tournois, le 50 rebuy, bah, c'était OK pour toi de perdre dans l'optique de progresser. T'as l'air d'avoir eu conscience très tôt de ce qu'il fallait que tu fasses pour devenir meilleur. Comment ça t'est venu? Ça, c'est instinctif, t'y réfléchissais ou et t'as formulé un plan pour devenir meilleur? Comment ça s'est passé en fait? En fait, je pense que déjà, il y a plusieurs choses. J'ai un détachement sur l'argent quand même, tu vois. Genre déjà, je pense que ça c'est important quand même au poker, sans être fou parce que tu te broques quoi si t'es fou bien évidemment. Donc moi c'est pas mon cas, hein. J'ai quand même conscience de l'argent. Maintenant, enfin tu vois dans ma famille on m'a toujours dit voilà, c'est matériel quoi, tu vois. Il y a des choses beaucoup plus graves, etc., etc., etc. Donc du coup j'ai cette vision un peu plus détachée. Et je pense que je suis assez objectif, tu vois, envers moi-même et critique envers moi-même aussi. Quand j'ai joué au foot, j'avais un caractère sur le terrain qui était pas fou, tu vois, genre et au poker c'est le contraire en fait. J'ai accepté tout de suite la variance. En fait, je déteste l'injustice, donc au foot, j'étais gardien, je voyais tout, tu vois, tu te rendais compte des choses et tout, et j'avais du mal à accepter l'erreur adverse, on va dire quoi, donc de l'arbitre par exemple typiquement ou des choses comme ça. Et dans le poker, ça a été le contraire parce que je sais que la variance fait partie du jeu et j'ai tout de suite compris que s'il n'y avait pas de variance, le jeu il serait chiant de ouf en fait, tu vois. Et il n'y aurait pas d'argent à gagner, ce serait chiant de ouf, et voilà, exactement, tu vois, genre on passerait à autre chose, et du coup, bah, ça n'existerait pas, tout simplement, quoi. Donc je l'ai mis de côté, j'ai comme tout le monde, hein, wine un petit peu au début, bien évidemment, tu vois, tu racontes tes coups en plus, parce que t'essayes d'expliquer, t'essayes de te justifier pour que les gens te donnent du crédit aussi, alors que les gens, en fait, ils en ont vraiment rien à foutre, quoi, ils vont te dire, ouais, mais, tu vois, 2 secondes après, ils sont passés à autre chose et tout, c'est vraiment pas là où on perd du temps, en fait, en faisant ça, tout simplement, hein. Et en fait, après, je me suis dit, ok, et ça a été tout au long de ma carrière. Aujourd'hui, maintenant, c'est encore le cas. Je réfléchis à où sont mes leaks. Il y a des gens qui, dans le mental, par exemple, typiquement, et je dis pas que ça marche pas, hein, je parle pour moi, mon expérience à moi juste, mais elles vont te dire, ok, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes faiblesses, vas-y, travaille tes qualités, tu vois. Et ils vont te dire, ouais, travaille tes qualités, c'est ce que t'aimes faire, donc fais-le à fond, tu vas progresser de ouf et tout, et tes défauts que t'aimes pas trop faire, vas-y, laisse tomber pour l'instant et tout. Moi, je fais pas ça, mais je dis pas que il faut faire ce que je fais, je dis juste que moi, je fais pas ça, et que moi, c'est le contraire, c'est, ok, ça c'est ma qualité, c'est cool, c'est difficile déjà de trouver ses qualités, il faut essayer de le faire, et par contre, c'est plus facile de trouver ses défauts. Et là où, si on est objectif, hein, c'est toujours pareil, hein, et du coup, là où j'avais des lacunes, où je pensais avoir des lacunes, etc., j'essayais de m'entourer de personnes qui me permettraient de progresser rapidement dans ces domaines-là, et du coup, bah, voilà, de s'entourer voilà, d'aller voir des gens qui sont tout simplement meilleurs dans certains domaines, quoi, tu vois, et qui te permettent d'avancer là-dedans, quoi. Tu dis que t'as réussi à identifier tes qualités et que c'est pas évident, mais quelles sont les qualités justement qui font un bon joueur de live notamment, même si je sais que t'es un bon joueur online aussi maintenant, mais de quoi on a besoin pour réussir dans ce milieu-là?
En fait, c'est important de connaître son niveau et le niveau des adversaires, et surtout ce qu'on apprend, parce que là, je parle même avec le online, mais c'est un peu plus vrai sur le live au niveau peut-être des EV des joueurs, de réfléchir pas par rapport à ce qu'on a appris, mais par rapport aussi à ce que notre adversaire a appris et ce que notre adversaire sait. Quand on apprend tous les logiciels qu'on peut voir, GTO Wizard, etc., faut pas oublier que tous les spots dont on parle, les adversaires ont le même niveau. D'accord ? Donc toutes les EV qui sont dégagées, ça sous-entend que tous les adversaires ont le même niveau. À partir de là, quand on comprend ça, si on reste sur les mêmes plays que l'on a appris en ABC, on fait des grosses erreurs, tout simplement. Enfin, tu vois, genre, c'est pas les meilleurs plays, quoi. Maintenant, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de voir, ok, peut-être que la GTO, à ce moment-là, elle dit de faire ça, d'accord, c'est cool, mais contre cet adversaire-là, peut-être que je dégage plus de V et je prends moins de risques de bust, aussi, en faisant tel play et en jouant peut-être un peu plus passif, ou au contraire un peu plus agressif, ok ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'essaye, alors encore une fois, des fois je pense peut-être prendre la bonne décision et c'est la mauvaise et tout, j'aurai jamais la réalité en fait, pour savoir la réalité, il faudrait que sur chaque spot que j'ai fait, prendre la range que je pense de l'adversaire, et je peux me tromper sur cette range là, et ensuite la mettre en odd lockant, etc., et vérifier si j'ai pris le bon play et tout. Bon bref, on sait que ça existe, mais je pense que justement mon expérience, ma capacité, on va dire, d'analyse humaine et ma capacité technique font que à l'instant T, au moment T, quand je joue un tournoi live, je vais dégager, je vais pas dire la meilleure EV, mais peut-être une meilleure EV que ce que je pourrais faire si jamais je jouais juste ce que j'ai appris dans les livres, quoi, si tu veux, quoi, en étant, tu vois, voilà, très ABC. Et c'est un peu comme l'ICM, quand apprends l'ICM, tu apprends des ranges à call, des ranges à chauve, etc. Mais si tu commences à chauve des ranges, bon, sur les ranges à call, je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence, mais si tu commences à chauve les ranges que tu dois chauve et que ton adversaire connaît rien à l'ICM et qu'il en a rien à foutre, mais c'est une catastrophe, tu vois, genre, tu vois, et ça... Ben voilà, et ça c'est l'exemple type, et ça va se retrouver en fait sur tous les spots. Voilà, donc après c'est, donc je pense que c'est vraiment ce truc de se dire à chaque fois pas d'apprendre, mais de comprendre, c'est toujours pareil, quoi, tu vois, genre, c'est vraiment la grosse différence pour moi, entre apprendre et comprendre, ces deux choses, je pense, qui sont, enfin, quand je dis apprendre, c'est apprendre par cœur, parce que, bien évidemment, qu'apprendre, ça peut être comprendre, mais ouais, on se comprend. Mais ça, je pense que c'est important, et du coup, ça me permet aussi, si tu veux, d'être productif rapidement, dans le sens où ce que j'apprends, je vais réfléchir à comment le mettre en situation dans la vraie vie, quoi, si tu veux, quoi, tu vois, et pas appliquer bêtement. Voilà. Voilà, je sais que ça marche, je sais que c'est top, je sais que c'est cool, et ça me fait plaisir, et ça me permet justement de kiffer, continuer à travailler le poker. Parce que tu vois ça, tu apprends une nouvelle chose, tu vois, genre t'apprends des choses avec les solvers, c'est cool, tu vois. Mais derrière, faut savoir l'utiliser à bon escient, quoi. C'est un peu comme dans la vie, j'ai envie de dire, sur plein d'aspects, quoi. Finalement, les qualités que tu as en tant que joueur de poker, donc exploiter ton adversaire, bien jouer en fonction du profil que tu as en face de toi, enfin, c'est une de tes qualités au moins. Elles vont assez bien avec ton caractère, où tu as l'air d'être unanimement apprécié par les joueurs qui font le circuit et par les gens qui te rencontrent. Tu as l'air aussi hyper accessible en live. Et ce côté empathique, en fait, te permet peut-être justement de comprendre à qui tu as affaire et comment jouer contre les différents profils que tu vas rencontrer, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Après, enfin, tu vois, le live, si jamais enfin, chacun voit comme il veut, tu vois, mais si tu fais du live et que tu parles pas avec les gens et que t'échanges pas et tout, j'ai envie de dire que t'es vraiment là pour imprimer, et ouais, pourquoi pas, mais tu vois, ça suffit un temps, un moment, et après ça te saoule, quoi, c'est comme tout, tu vois. Alors que si t'arrives à partager d'autres choses et tout, tu sais faire la part des choses entre le moment où tu joues et le moment où tu sors de la table, quoi, tu vois, genre, bah, c'est cool aussi, quoi, genre, il y a deux choses différentes, et puis encore une fois, même si t'es meilleur que quelqu'un au poker, ça veut pas dire qu'il a pas d'autres choses à t'apprendre, déjà au poker et à autre chose, quoi, tu vois, dans d'autres domaines, donc juste tu parles avec les gens, genre, normalement, quoi, je sais pas, ça paraît, c'est juste pour moi
moi, j'ai envie de dire standard. Pourtant, je suis pas, tu vois, je suis pas le mec le plus. Je suis un mec abordable, tu peux parler avec moi, il y a aucun souci et tout. Mais je suis pas, tu vois, le mec qui va arriver dans une fête et qui va vouloir parler à tout le monde et tout. Non, c'est pas moi. Mais par contre, si tu viens me parler, il y a aucun souci, quoi, vraiment, quoi, tu vois, genre. Et parce que ça me fait plaisir, tout simplement, et que voilà, je suis ok pour échanger sur plein de sujets, si, voilà. C'est tout. Et clairement, ça rend aussi ton boulot tellement plus agréable et plus C'est ça, possible de durer dans le temps, quoi. Si, clairement. jamais compris les serveurs au restaurant, tu sais, qui tirent la gueule et qui doivent avoir des interactions terribles avec 80% de leurs clients. Et tu te dis, mais ils pourraient tellement rendre leur métier plus cool, Plus quoi, en cool, étant quoi. sympa Voilà. et ils gagneraient plus d'argent aussi via les En plus, pourboires et tout. C'est c'est assez sûr, ouf. c'est sûr. Euh, ouais, du coup, 2017, grosse année, d'autant plus à la fin de l'année, tu signes avec Unibet. C'est pour ça que je parlais des DSO, parce que c'est un peu une continuité. En gros, j'avais à ce moment-là, j'ai eu deux trois contacts quoi, de différentes rooms, et Unibet est venu me voir concrètement, chose que n'avaient pas fait les autres rooms. Et donc on a discuté, franchement, ça s'est fait très très vite, honnêtement. Et depuis bah, c'est de mieux en mieux, j'ai envie de dire, quoi. Genre, en termes de confiance, en termes de tout, c'est un super partenariat et je suis vraiment très très content d'être avec eux, quoi. Et je le dis pas parce que, enfin, tu vois, je pourrais faire comment dire, le, le speech habituel, mais c'est même pas le cas, quoi. C'est vraiment le cas, quoi. Ouais, de notre côté aussi, on est très très heureux de bosser avec eux depuis un bout de temps maintenant, bah, à peu près en même temps que toi, un peu avant. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça change pour toi dans l'approche de ta carrière, le fait d'être sponsorisé? Bah, déjà, il y a peut-être un peu de reconnaissance aussi, je sais que beaucoup de joueurs en parlent, aimeraient être sponsorisés parce que ça concrétise un peu le projet que t'as entamé il y a quelques années, quoi. Mais, euh, mais aussi dans la gestion de tes buy-in et tout ça, est-ce que ça change beaucoup pour toi le sponsoring? Alors, ça change beaucoup, je sais pas, ça change. Dire le contraire, ça serait faux, ça change forcément. Après, c'est ça le truc, ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance, ça donne de la reconnaissance. T'as envie de leur rendre l'appareil, donc du coup, tu fais aussi des choses à bon escient pour garder ce partenariat, cette confiance, etc. Et ça te professionnalise encore plus, j'ai envie de dire, tu vois. Donc voilà, c'est que du positif. Et puis ça te ramène un peu vraiment genre vis-à-vis peut-être de la famille aussi indirectement. Peut-être que ça se dit ok bon il est sponsorisé, c'est professionnel tu vois. Je pense qu'inconsciemment ça joue aussi et peut-être même consciemment d'ailleurs. Et donc ouais non c'est quelque chose de vraiment c'est un plus important. Après il y a des joueurs pour qui ça a été un fardeau parce qu'il faut justement pouvoir l'accepter. Faut peut-être que ça les faisait aussi sortir de leur personnalité parce qu'ils avaient trop de, tu vois, ils avaient un cadre à respecter et que c'était pas dans leur caractère et que du coup ça les faisait un peu voilà, ne pas être eux, j'ai envie de dire. Ça, je l'ai entendu déjà plusieurs fois. Moi, c'est pas le cas, tu vois, genre je me force pas, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de truc, voilà, genre non, je fais ce que j'ai à faire, quoi. En plus, dans la team, tu as été rejoint par Aurélie quelques années plus tard. C'était en quelle année? Début d'année, début d'année. Début d'année, genre ouais, il y a Arnaud aussi hein, qui est arrivé, donc ça a donné aussi de l'ampleur à l'équipe hein, parce qu'Arnaud c'est un super joueur. Et puis Aurélie qui est venue en janvier, donc ça a été la belle surprise. Quand Unibet ils m'ont contacté en je sais plus, septembre ou octobre quelque chose comme ça pour me dire voilà on pensait à Aurélie, qu'est-ce que t'en penses et tout. Bah bien évidemment ouais quoi, genre tu vois, c'est cool d'y avoir pensé et tout. Franchement ça fait trop plaisir et puis bah et puis elle, c'était un peu aussi, genre, pour elle et pour moi, genre un rêve, j'ai envie de dire, d'être, tu vois, dans notre carrière, être sponsorisé, elle l'avait déjà été, mais être sponsorisé ensemble par la même team, c'est génial, quoi. Ouais, c'est génial, franchement, c'est génial. Je crois que c'est un peu le rêve ultime de pas mal de joueurs qui sont Bah, en c'est sûr. couple, de partager tout ça avec ta femme. Ouais, c'est super, franchement. Et puis, Ouais, du coup, tu as mentionné Arnaud, qui est un énorme joueur online, lui, à la base, mais qui fait de plus en plus de live.
Ça a été l'occasion de bosser un peu avec lui ou Non, on n'a pas, honnêtement, je vais pas, voilà, on échange un petit peu sur des mains et tout, ça nous a bien évidemment, quoi, on s'entend très bien aussi, mais on n'a jamais bossé ensemble, non. 2017 à 2021, tu fais, j'ai noté une ribambelle de perf EPT, et notamment c'est là que tu fais encore une troisième place sur le 10K HR de EPT Barcelone. J'ai fait Prague, c'était, ouais, Prague, et celle-ci pour 300K, il me semble. Ouais, c'est ça. Et puis on arrive à 2021, encore une année charnière peut-être. Ouais, je sais pas, tu me diras. C'est l'année de ton premier bracelet sur un tournoi à 5K. Est-ce que ça aussi c'est un accomplissement? Est-ce que ça fait partie, en tant que joueur de live, t'es obligé de te dire, c'est pas nécessaire d'en gagner un, mais ça doit faire partie de tes objectifs? Ou comment tu le vivais toi, cette course bracelet? Alors oui, bien évidemment, ça faisait partie de mes objectifs. Je suis compétiteur, tu vois, je cherchais les trophées. Je m'en suis jamais caché, mais un de mes objectifs principaux, c'est la triple crone. Donc forcément, ça fait un bracelet. On sait que c'est des choses qui n'arriveront peut-être jamais, hein, tu vois, je suis pas en train de te dire, voilà, mais en tout cas, c'est des choses on va dire, qui me parlent, et du coup, qui va faire que mon emploi du temps va être aussi géré par rapport à ça, tu vois, genre, si je veux une triple crone, bah, forcément, il faut que je joue des EPT, tu vois ce que je veux dire, genre, et puis, quand j'ai un EPT, bah, forcément, il faut que je joue des WPT, donc c'est un peu la ligne conductrice à avoir, qui me permet d'essayer de potentiellement en avoir, bon. Et là, ce bracelet, en fait, ça a été... souvent, j'ai entendu pendant un petit bout de temps, Alex, il est trop fort jusqu'au 2K, machin, etc., tu vois, mais sur les buy-in, bon, machin, etc. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, mais alors, c'est de la variance et tout, on peut en parler bien évidemment, mais je joue aussi online, je savais, chose que les gens ne savent pas exactement mon implication online non plus, tu vois, genre, ils me voient tout comme un joueur de live, ils savent pas ce que je fais online, mais voilà. Mais du coup, c'était, tu vois, genre, je savais que j'en jouais pas beaucoup des tournois à 5K, 10K, etc. Et en fait, quand j'ai gagné ce tournoi-là, ça a été un peu le truc dans la tête des gens de ah ouais, non, peut-être que un peu plus aussi, quoi. Donc j'ai eu de la reconnaissance supplémentaire, j'ai envie de dire. Et puis, bah voilà, un bracelet forcément dans la carrière d'un joueur à Vegas, parce qu'encore une fois, bon, ça c'est encore un truc de mecs qui kiffent les trophées, un peu les trucs prestigieux, machin, etc. Mais des bracelets maintenant, il y en a plein, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Et je pense que ça sera un des trophées que les gens auront le plus, donc, voilà. Mais voilà, le bracelet à Vegas, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la remise de bracelet, genre, chose que, tu vois, genre, je prêtais mais pas du tout attention, c'est-à-dire que quand on m'a dit on va te faire la remise du bracelet et tout, j'ai dit ok, tu vois, mais dans ma tête c'était je vais y aller, ça va être speed, et puis voilà, quoi. Mais en fait, genre, c'était, je pense, mon meilleur moment, enfin, top 3 de mes meilleurs moments de poker, clairement, pas le gain du bracelet, mais vraiment la remise du bracelet, tu vois. Voilà. La Marseillaise, les potes qui sont là, ta femme qui est là, les Américains qui étaient en plus, c'était pendant ce moment-là, c'était pendant le, je sais pas si c'était le Salute of Warrior ou genre le Seigneur, je sais pas, mais ils sont, enfin, tu sais, vachement respectueux de ouf et tout, les mecs, ils viennent te voir, ils te félicitent, ils te reconnaissent, enfin, tu sais, c'est vraiment les Américains là-dessus, c'est complètement différent, quoi. Et donc, ouais, non, c'est une expérience genre assez folle et assez cool. Et en plus, on sortait du Covid à ce moment-là, donc tu vois, tu revois des gens, quoi, un peu. Enfin, c'est tout un truc en termes d'émotion et tout. C'était vraiment cool, quoi. Ouais, en fait, la vraie vie, c'est pas si mal, la vie hors confinement. Ouais, c'est ça, exact. Bah d'ailleurs, justement, tu parlais de online. Il me semble que tu as énormément joué online pendant le confinement. Il y avait pas trop d'autres options. T'as joué cher, t'as joué des beaux tournois et ça s'est concrétisé par un titre Scoop. Comment s'est passé cette période online pour toi? T'en gardes un bon souvenir ou... J'ai les deux. Ça a été un de mes meilleurs souvenirs, pareil. Franchement, genre, moi, le confinement, je l'ai plutôt bien vécu parce que donc, je venais d'arriver, enfin, j'étais au Pays de Galles. Je venais d'arriver plus ou moins sur le point .com, donc tu vois, j'étais en mode découverte de ouf et tout. Je m'étais bien encadré. Donc j'avais un rythme qui était bien calé et tout. Et puis je prenais énormément de plaisir. Je jouais à ce moment-là, j'ai joué vraiment tous les tournois, genre même régulier 1K de la semaine et tout, tu vois, genre qui était quand même pas que sur GG, quoi, sur partie et tout, qui était quand même bien relevé, etc. Donc j'ai bien progressé et ça s'est bien passé, donc ça c'était cool. Et puis voilà, et puis après la deuxième partie qui était un peu plus difficile avec
je pense un peu à un burn-out aussi, tu vois, genre j'avais pas été habitué à jouer autant, on était trois, on a tous les trois fini à un peu rincé quoi, tu vois, et moi j'ai tout le temps dans ma carrière genre allié le live et le online, tu vois, genre c'est dans ma particularité, et c'est aussi pour ça je pense que je suis pas lassé, c'est-à-dire que tu vois, quand j'en ai un peu marre du live, je fais du online, et quand j'en ai un peu marre du online, je fais du live, et du coup c'est assez cool quoi de jongler un peu entre les deux. Et là, cette partie-là, pour moi, c'était vraiment un truc que j'avais pas l'habitude, et à la fin, ça a été un peu plus chiant, quoi. Quelle place ça a aujourd'hui le online dans ta vie? Toujours pareil, t'alternes entre les phases online live, tu continues à faire ça? Ouais, j'essaie au maximum. Alors là, j'avais des objectifs un peu plus personnels de live ces 2 dernières années, donc je l'en ai un peu moins fait quand même, on va pas se mentir. Mais j'essaie de faire quand même au maximum les séries, et puis quand j'apprends des nouvelles choses, ben, j'essaie de les mettre en application online, parce que ça te permet bien évidemment d'avoir plus de cas, quoi. Mais je pense que l'année prochaine, je vais un peu plus genre rejouer justement, rebosser un petit peu. Et voilà, bon, tu vois, j'essaye de changer, quoi. 2023, nouvelle belle année. Donc c'était l'an dernier. Ton deuxième bracelet sur un 10 000 $ cette fois, 6 max. Ouais. Tellement prestigieux en plus, magnifique. Sûrement un des events les plus prestigieux, je pense, de la grille. Il en fait partie en tout cas. Ouais. Première perf à plus d'1 million aussi. Est-ce que ça voulait dire quelque chose pour toi le... Ouais, franchement, ouais. Ouais, le million, ouais, ça fait partie des trucs que t'as coché aussi, tu vois, c'est pareil, quoi. Encore une fois, dans les étapes et tout. Et bien évidemment, encore une fois, je le redis, mais j'aurais pu faire une carrière sans avoir fait de perf à 1 million, c'est clair, tu vois. Bon, là, ça a été fait, c'est super. Et ouais, ce tournoi-là, bah, c'est émotionnellement parlant beaucoup moins fort que l'autre, parce que j'ai pas eu la remise de bracelet, parce que c'était en fin de festival, du coup, voilà, etc. Mais puis, peut-être que, genre, j'ai pas envie de dire que je m'y attendais plus, mais je me sentais encore plus prêt pour ça, quoi, si tu veux, quoi. Et puis, mais vraiment très très content, parce que c'est une concrétisation, ça redonne encore plus confiance. Et puis tu sais, t'as toujours le truc de l'imposteur qui peut arriver ou quoi. Bah là, voilà, tu coches quand même des choses et tout qui font que bah ça, voilà, tu deviens beaucoup plus serein, quoi, j'ai envie de dire. T'as dit à un moment que t'arrêterais le poker quand tu sentirais que t'arrivais plus à progresser. Du coup, sur toute cette période, t'as senti à chaque fois, t'as l'impression d'amener une meilleure version de toi-même sur les WSOP de l'année suivante, etc. T'arrives comme ça à constamment te renouveler, constamment progresser, du coup? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ouais, en fait, je réfléchis à où je suis moins bon à ce moment-là. Bah, le jeu évolue tout le temps, tu vois, donc ça veut dire que forcément, à partir du moment où tu suis en live, il y a des choses qui viennent un peu plus, et du coup, j'essaye de réfléchir à où j'ai un petit peu de retard et les retravailler derrière. Et puis, je le vois aussi dans mes deep runs, au niveau de ma concentration, au niveau de mon focus, au niveau de ma confiance, tout ça aussi, c'est des choses. Parce que tu vois, il y a le poker, il y a tout l'aspect technique auquel je fais référence, mais il y a aussi tout l'aspect homme que je travaille aussi à côté, qui des choses à la con, mais le sport, tu vois, je fais la lecture, de la méditation, des conneries, et ben toutes ces choses-là en fait font que ça me forge en tant qu'homme et du coup en tant que joueur. Donc en fait, tu vois, j'allie presque, je vais beaucoup moins bosser que pas mal de gens sur le poker pur, même si je travaille régulièrement, on va dire, mais en termes de temps passé avec les joueurs qui jouent à mon ABI, je sais que je suis pas du tout un de ceux qui travaillent le plus sur la technique pure. Par contre, sur tous les à côté, qui me permettent justement d'utiliser cette technique, on va dire, sans avoir, tu vois, sans être trop touché émotionnellement parlant, tu vois, parce qu'il y a une différence entre les connaissances et les mettre en application, et j'essaie de vraiment allier les deux. Et du coup, peut-être que, je sais pas, il y a des joueurs qui sont sûrement meilleur que moi en technique, c'est sûr, même il n'y a même pas de peut-être que, c'est sûr, tu vois, mais peut-être que c'est leur 100%, ils l'utilisent que 70% du truc quand ils jouent en deep run. Moi je l'ai vu déjà sur des reviews plein de fois ou des choses, et peut-être que là la différence où moi je vais peut-être l'appliquer un peu plus, mes connaissances plus proches de 100%, mais ça sera pas 100% bien évidemment, peut-être, tu vois, mais encore une fois c'est que des suppositions, on pourra jamais savoir, mais en tout cas voilà. Et du coup, voilà, j'essaie de travailler un peu tous les points tout le temps, donc ça me permet toujours de pouvoir avoir cet aspect progression.
qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de voir aussi toujours me tenir au courant des tendances, des nouvelles tendances du poker, qu'est-ce qui se fait en ce moment, etc. Et ça, après, le retravailler, soit tout seul, soit avec un coach technique que j'ai, qui, sur certains points, tu vois, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut, justement, sur ces tendances-là, contrer un petit peu, tout en gardant la meilleure EV, mais en jouant différemment et en sortant les joueurs de leur zone de confort aussi par rapport à ce qu'ils ont appris tout simplement. Et voilà, donc j'essaie des choses comme ça, le peu de temps que j'ai, j'essaie de travailler comme ça. Les points que tu travailles hors la technique et que tu considères font partie de ton développement en tant que joueur et en tant qu'homme, par extension, ça va être le sport, tout l'aspect mental. Mais par exemple, le sport, est-ce que tu considères que ça fait partie de ton boulot de joueur de poker ou c'est un truc un peu à part quand même, où tu considères vraiment... Moi j'ai toujours dit à ma femme, par exemple, que ouais, j'ai fait beaucoup de sport dans la semaine, mais c'est pas c'est pas uniquement de la détente, quoi. Ça fait partie de... Exactement. Tu sais, je joue en live, en jouant en live longtemps, quand tu deep run, tu peux faire 3-4 journées de 10 heures d'affilée, où tu dors peu, t'as le stress, tu dois manger avant, tu dois avoir, tu vois, avant de faire ta journée, quand tu commences, c'est midi, donc tu dois déjeuner un petit peu avant, donc te lever tôt, forcément. Et si jamais t'es pas préparé à ça, et mentalement et physiquement, mais forcément, tu vois, on le voit dans les deep runs, la moindre erreur, la moindre différence de V, ça peut faire vraiment des grosses différences, quoi. Donc, ouais, moi, quand je fais ça, et puis ça te forge un mental, ça te forge une façon de réfléchir, tu vois, d'accepter ce qui peut se passer. Enfin, tu vois, moi, je sais qu'à l'époque, bon, quand je vais parler de ça, ça va parler assez fou, et les gens vont dire, mais quand on parlait de mental à l'époque, j'entendais des gens, je leur disais, vas-y, travaille le mental et tout, machin, et qui me disaient, mais ça va changer quoi? Quand je vais perdre mon flip, je vais perdre mon flip, tu vois, genre, c'est pas ça qui va me faire gagner mon flip, tu vois. C'était vraiment le type de phrase qu'on entendait. Si, mais si derrière, quand tu perds ton flip, tu pars en couille et que tu perds, et que tu spews ton tournoi parce que machin, ou que tu fais moins bon play parce que t'es plus dedans, ou t'as peur de bust, etc. Enfin, tout ça, on s'en rend pas assez compte, mais c'est des EV de ouf qui volent, quoi, tu vois, genre, tout simplement, quoi. Même si t'as buzz sur le flip et que derrière t'arrives pas à lancer, tu vois, aller register le tournoi d'après et que tu vas te bourrer la gueule. Bien sûr. T'as le sommeil qui est important, optimiser le sommeil. Enfin, maintenant on le sait, c'est pas nouveau, tu vois. Ton cerveau, s'il est reposé, tu réfléchis pas de la même manière et tout. Donc t'as le sommeil qui est important. L'alimentation, bon, ça c'est mon gros point, genre négatif si tu veux, mais c'est super important quand tu manges de la junk food ou que tu manges de la bonne nourriture, tu vas pas réfléchir pareil de la même manière, tu vas te sentir beaucoup mieux. Enfin, tu sais, c'est tous les aspects en fait. Et quand je parle de progression, je parle pas, tu vois, que de technique, je parle un peu de tout ça justement, de tous ces éléments-là. Donc au final, j'espère que j'aurai toujours à pouvoir progresser un petit peu quelque part, tu vois. Et puis voilà quoi, c'est cool. Il y a une difficulté, je trouve, en live, c'est que maintenir une bonne hygiène de vie, c'est tellement plus difficile que quand t'es chez toi, à la maison, dans un environnement que tu maîtrises et que tu connais. Comment tu fais pour résister à toutes les tentations de, il y a toujours quelqu'un qui veut boire un verre. Globalement, l'hygiène de vie des grinders, je dirais, pas terrible. Sur les événements live, il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'excès, on va dire. C'est difficile pour toi de rester dans ce mode vraiment professionnel, vraiment carré, quoi? C'est pareil, c'est au fil du temps que tu vois, j'ai amélioré ces choses-là, tu vois. Au début, quand tu commences à faire le circuit live, t'es tout le temps en soirée, tu te couches tard, t'arrives, t'es éclaté, machin, etc. Et puis au final, tu te poses les questions de voilà, c'est bien, t'as kiffé et tout, c'est cool. Est-ce que tu peux pas kiffer différemment? Bon, il y a l'âge qui fait que, tu vois, l'expérience, machin, la maturité, peut-être plein d'autres choses. Le fait que je sois en couple, c'est différent aussi, c'est plus facile, tu vois. Genre d'être peut-être un peu plus moins vouloir sortir, etc. J'ai des amis de longue date aussi, donc tu vois, si je bois pas un verre avec eux maintenant, je boirai un verre un peu plus tard, c'est pas si grave. Mais et puis tu sais ce qui est bien tu commences à savoir ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas, et ce qui peut être plus catastrophique, etc. Donc sans partir dans un extrême, si tu sais ce que tu veux et que en amont tu t'es un peu préparé, tu sais dire non à plus de tentations, quoi, tout simplement, quoi, tu vois. Et puis moi j'ai la chance maintenant de pouvoir un peu
m'organiser, on va dire, à l'époque c'était pas le cas, je faisais comme je pouvais, c'était un peu plus difficile. Maintenant j'ai un peu plus de moyens, donc du coup tu vois, quand je vais à un EPT, j'essaie de prendre l'hôtel avec la salle de sport par exemple, typiquement, qui va avec, comme ça je sais que je peux faire un peu de sport sur place, etc. Si jamais, voilà, je te dis, ma seule difficulté aujourd'hui importante là-dessus, ça va être l'alimentation, parce que ouais, tu sais, tu vas le matin, tu manges un peu comme tu peux, parce que tu vas privilégier le sommeil de temps en temps, donc t'as faim quand t'arrives au dinner break, donc tu te jettes sur tout et n'importe quoi. Bon voilà, ça c'est un peu le truc, mais j'essaie de travailler dessus un petit peu quand même, quoi. Il y a l'énorme buffet de Chypre qui t'attend Voilà. avec un patient. Et encore Il là-bas, va ça te va. défoncer. Non, encore ça va, il y a des légumes et tout, t'as vu, ça veut dire que Ouais. tu peux quand même réussir un peu à gérer là-bas, quoi. Mais il y a d'autres endroits où c'est compliqué de ouf, quoi. Ouais, il y a les légumes, mais tu dois à chaque fois passer devant la montagne de desserts. Ah là, la pâtisserie, j'y passe tout le temps, j'avoue que les pâtisseries orientales, je suis chaud. Euh, Ouais, t'as beaucoup parlé de mental. Concrètement, comment ça se traduit le fait de travailler son mental? Tu vois, il y a un combattant UFC qui est très populaire qui s'appelle Jiří Procházka, qui est un Tchèque et lui, en gros, sa version du travail mental, c'est il va dans la forêt quand il fait moins 10 degrés, il est torse nu et il s'entraîne et après il retourne se coucher dans sa petite cabane sur son lit en bois. Euh, Toi, comment ça se traduit le travail sur le mental? il y avait un des boxeurs aussi, je me souviens plus si c'est Tyson ou je sais plus qui exactement, qui disait genre justement que son fils voulait être boxeur et tout, et il lui a dit mais tu pourras jamais être boxeur, et il lui demandait pourquoi, et il lui disait regarde t'as tout, ouais t'as tout, c'est fini, terminé, tu peux être boxeur mais tu seras jamais bon quoi entre guillemets. Bon moi c'est pas ça bien évidemment. Comment je vois le mental? En fait l'intérêt pour moi du mental, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà d'avoir des plans, c'est-à-dire que tu vois, quand tu joues, tu sais ce que tu veux faire, tu es genre euh, mettre en place des stratégies, tu vois, déjà, dans ton jeu. Dans certains spots, tu vois, quand on voit dans les solvers, bah, tu peux faire ça 50% du temps, 50% du temps. Si tu commences à randomiser en tournoi à certains spots, c'est une cata, tu vois. Enfin, pour moi, je trouve, je n'ai pas envie de dire que c'est une cata. Online, tu peux le faire, etc. Mais tu vois, il y a des moments qui sont quand même beaucoup plus clés que d'autres, quoi. Donc, et puis, encore une fois, les profils des joueurs vont permettre de randomiser différemment, en fait, tu vois, genre. Mais ça, encore une fois, c'est vrai que si tu as conscience du fait, parce qu'il y a des joueurs, ils sont obligés de randomiser, parce que leur caractère fait que soit ils vont tout le temps trop 3 bêtes, soit ils vont tout le temps tout flat. Tu vois. Si tu as cette objectivité de te rendre compte que tu fais ces erreurs-là, bah, tu les travailles, et tu essayes de justement être un peu plus équilibré, entre guillemets. Et derrière, si tu penses que tu l'es, par rapport à ce que tu as review, etc., bah, tu peux trouver d'autres façons de randomiser. Et là, c'est plus du randomize, enfin, c'est même plus du randomize, c'est genre, tu prends la solution qui, pour toi, te paraît la meilleure à ce moment-là, par rapport à ton aspect stratégie et par rapport aux joueurs que tu as en face de toi, en gros, quoi. Ok. Et ben, le mental me permet d'avoir, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, d'essayer d'avoir l'esprit le plus logique, le plus détaché émotionnellement parlant, et de prendre la solution la plus rationnelle à ce moment-là, en fait, tu vois. En prenant en considération le mental adverse aussi, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, je veux être genre le plus apte à prendre la décision en mon âme et conscience, comme si je faisais une review détachée de tout à ce moment-là, et me dire, ok, là il faut faire ça, et bien s'il faut faire ça, j'espère que in-game, avec tout l'aspect autour, j'arriverai à prendre cette décision-là, et pas me trouver une excuse de ah ouais, mais là je vais bust, ou là je vais faire ci, ou là je vais faire ça, et prendre la bonne solution en gros, quoi. Ok, donc c'est beaucoup d'introspection, essayer d'injecter de la logique à toutes les étapes possibles ou... Ouais, c'est ça, pouvoir oser aussi beaucoup, tu vois, il y a plein de spots où oser à des moments clés. Je prends un exemple qui est pas si vieux que ça, je suis dans un deep run, j'isole une BVB qui est, tu vois, genre standard en ISO, quoi, et on n'était pas si loin de l'argent, il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver. C'est pas un tournoi en plus pour moi qui est vraiment genre si impactant que ça, c'était un cas, tu vois, live, machin et tout. Et en fait, je me suis retrouvé à isoler, et puis à
pas bluff le spot comme j'aurais dû le bluff, tu vois. Ah, donc j'ai isolé une merguez et je me suis retrouvé dans un spot où genre, en fait, en gros, bah, c'est comme si je lui avais donné de l'argent presque, tu vois, en exagérant, tu vois, parce que j'ai pas fait le play que j'aurais dû faire à ce moment-là, parce que je me suis dit, ah ouais, mais s'il me paye, après, peut-être que je vais pas faire l'argent, du coup, c'est un peu chiant et tout. Et ça, genre, justement, quand je me rends compte de ça, donc je parle de ça il y a 3 ans, mais ça va me réarriver, en fait, tu vois, c'est un truc qui va me réarriver, c'est sûr, à un moment ou à un autre, qui m'est peut-être déjà arrivé, que j'ai pas repéré, si tu veux. Mais le fait de le repérer, je me dis, ok, ça, je veux pas ça. Ça veut dire que si je commence maintenant à me préparer un peu plus en amont, et que je sais que si jamais je décide d'isoler cette main-là à ce moment-là, c'est parce que derrière, je suis capable de bet cette carte, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, et si je dois buzz, mais au moins je suis ok avec ça, tu vois. La même chose que bah, j'apprends des choses nouvelles, je suis en live, à des moments, je sais que ça fonctionne, c'est à des moments clés, mais vas-y, fais-le, tu vois, genre ose, tu vois. Et puis en fait, après, quand tu as ces certitudes-là, et live, et mental, et aussi technique, on va dire, quoi, c'est là où c'est cool, parce qu'en fait, quand tu le fais, même si les gens, tu sais, des fois tu peux avoir un peu le regard des gens, surtout que bah, quand t'es sponsor, t'es un peu plus épié, quoi, tu vois, genre, moi quand je fais une erreur, enfin j'en fais des erreurs, je fais plein même, mais quand je fais une erreur criante ou quoi, tu vois, genre, je vais être plus pointé du doigt qu'un autre mec, c'est normal, tu vois, d'ailleurs, ça fait partie du truc, quoi. Mais quand ça m'arrive, et ben, des fois, ce qui est drôle, c'est que tu sais, enfin, quand tu sais que tu dois faire ça et que c'est ce qu'il faut faire, parce que tu l'as vu, parce que tu l'as validé avec la GTO, enfin avec les logiciels et tout, et que tu le fais, et ben là t'es tranquille en fait, tu vois, et t'es en paix quoi, tu vois, genre tu sais, et même si les mecs te critiquent, tu dis ok les gars, mais ce play là, peut-être que juste vous savez pas, et vice versa, tu vois, moi j'ai déjà critiqué des mecs, des tops en disant ouais il a fait ça et tout, putain il a spew et tout, mais en vrai, genre juste lui il savait qu'il fallait faire ça, et moi je le savais pas, tu vois, tout simplement quoi, tu vois, genre tu vois, et puis c'est cool. Ou alors c'est un top, et sur ce spot précis, pour le coup, tu étais meilleur que lui, et tu l'avais bossé, tu savais que... Ouais, bien sûr, ça peut être dans les deux sens, tout ça, c'est clairement. C'est cool que cette histoire de t'as isole ta merguez et t'as pas pull le bluff derrière te soit arrivé sur un cas, ça aurait pu t'arriver dans une situation bah, plus embêtante, quoi, où t'aurais eu plus de regrets, et donc... Mais comme je te l'ai dit, peut-être que ça m'est arrivé et que juste que je l'avais pas repéré, tu vois. C'est ça aussi, enfin, sur tous les spots qu'on joue, des fois, on s'en rend pas compte, on prend pas conscience de l'erreur qu'on a faite. Là, en tout cas, j'ai pris conscience et ça m'a permis derrière de le travailler, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. J'ai quelques points spécifiques à aborder avec toi. Le premier, c'est en ce qui concerne la gestion de bankroll en live. J'ai l'impression que online, c'est déjà difficile pour beaucoup de gens de s'organiser et notamment pour les joueurs de MTT, c'est sûrement le format pour lequel c'est le plus difficile. Et le live ajoute des paramètres qui rendent la chose encore plus compliquée. Il y a les frais. Il y a des buy-ins qui sont très élevés. La tentation de se dire on va jouer avec pas beaucoup de marge parce qu'on a un edge qui est a priori assez important. Comment tu l'as abordé cet aspect dans la carrière et est-ce que tu as des conseils à donner? Là, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui se mettent au live. Tu sais, il y a eu cette période un peu creuse au moment où les cercles parisiens ont fermé. C'était assez difficile pour les jeunes Français de commencer par le live. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs français, de jeunes Français qui avaient perdu cette porte d'entrée sur le live et qui, du coup, le choix de carrière classique, c'était bon, bah, j'ai 18-19 ans, je me mets online, pas au live. Et là, j'ai l'impression que ça redevient très populaire. Il y a aussi des chaînes YouTube qui mettent ça en avant. Donc, ouais, t'es sans doute un des mecs qui a la plus grosse expérience. Et comment tu dirais aux gens aux jeunes joueurs de gérer leur argent dans l'optique du live? Franchement, c'est très très compliqué. Je sais même pas si j'ai la solution, tu vois. Enfin, je l'ai pas d'ailleurs, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je sais que les frais, c'est un truc qui est, on le sait, difficilement battable. Enfin, ça vaut très cher, faut faire attention, etc. Mais en même temps, tu vois, j'ai envie de dire, quand je vais jouer un EPT ou quoi, si les jeunes mecs qui vont jouer un EPT, il faut réfléchir aussi à l'edge que ça peut te faire dégager autour de la table, tu vois. Quand tu joues des gros buy-in, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, de faire une coloc à 5-6, tu vois, genre, et puis d'être à 20 minutes du saut, du truc et tout, tu vois. Voilà, exactement, tu vois, il y a tout ça, et puis t'arrives pas dans les meilleures conditions, faut que tu optimises ton sommeil, on en revient aux mêmes choses à chaque fois, tu vois, genre... donc pour moi, quand tu commences à décider d'aller jouer des gros buy-in, tu dois pas prendre en considération les frais, tu dois prendre en considération, genre, comment dire, le contexte, voilà, exactement, tu vois. Par contre, si tu vas jouer un 500 live, si tu vas jouer tu vois, un tournoi plus petit, etc.,
Là, bien évidemment que tu es obligé d'optimiser les frais parce que sinon tu peux pas t'en sortir, quoi, en gros. Et quand tu vas jouer un 5K ou quoi, tu vois, t'es pas là. Enfin, j'ai pas envie de dire ça parce que ça revient au truc du one time, mais c'est du long terme. C'est vrai, t'es pas là pour genre doubler ta mise, tu vois, même si t'es très content, bien évidemment, tu vois. Mais du coup, on va dire que c'est un shot que tu fais. Si t'as pas la bankroll pour jouer ces tournois-là, ça veut dire que c'est un shot que tu fais. Donc si tu fais un shot, bah, en gros, le shot, il est là pour te faire shotter, quoi, tu vois, il est pas là juste pour te faire passer un min cash, quoi, en gros. Donc, faut vraiment aller dans l'optique, pour moi, à fond. Là où, quand tu vas avoir des buy-in un peu plus dans ta rôle, bah, ça va être plus du grind, tu vois, et donc là, il faut faire attention à tous les paramètres. Moi, je le verrais comme ça, un petit peu. Maintenant, c'est compliqué, c'est sûr. Il faut, ouais, je sais pas après. Et puis c'est pareil, quand tu joues un live, si tu veux décider de jouer un gros live, est-ce que ça va réellement changer? Enfin, tu sais, souvent j'entends, imagine t'as 100K de bankroll, je dis n'importe quoi, tu vois, et que t'as envie de te faire le main event de Vegas, et que et que tu vas tomber à 10K. Bah techniquement, le 10K, tu peux pas le jouer. Sur ta bankroll, c'est hors bankroll, ça. Mais est-ce que ça va changer quelque chose réellement à la suite si jamais tu arrives à être sérieux sur le fait de jouer que ce 10K là, tu vois, et derrière de regrind pour truc, ça va rien changer, tu vois, en fait, tu vois, genre, techniquement, tes 10K, bon, bah, c'est pas ce qui va changer, enfin, ça va rien changer. Mais si tu le fais 4 fois, 5 fois, ouais, là, t'es mort, tu vois. Donc, c'est toujours un juste milieu, bien s'écouter, comment on se sent aussi, tu vois. Là, pour moi, au niveau des shoots, c'est vraiment comment on se sent à cet instant-là. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on n'est pas prêt à le faire? Est-ce qu'on est... La patience, enfin, tout. Mais après, pour répondre aux frais, proprement dit, je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais eu honnêtement une gestion de bankroll genre irréprochable et tout, tu vois. Seule chose que j'ai faite, et clairement, c'est que j'ai beaucoup vendu. Voilà. J'ai privilégié toujours le côté de vouloir jouer ce tournoi que je pourrais pas jouer en vendant, en fait. Et je me suis jamais dit, alors, je vends à des amis, comme ça, si je gagne, je suis content de redonner. Voilà, et puis surtout, enfin, tu sais, genre, c'est l'effet papillon, quoi. Si tu gagnes en ayant vendu, t'aurais pas gagné même si t'avais buy-in tout seul. Enfin, tu vois, genre, tu vois, donc c'est bon, soit détaché de ça, quoi. C'est pas de, genre, si j'avais gagné, enfin, j'avais mes 100%, j'aurais eu. Non, t'aurais pas eu ça, parce que c'est l'effet papillon, ça aurait tout changé, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, du coup, c'est un truc, hein, à chaque fois, un argument que j'ai trouvé toujours. Pour moi, qui est pas recevable, mais encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, quoi. Il y a le fait de vendre, et puis aussi après, ça t'ouvre, bah, plus tu vends, plus ça t'ouvre de swap ou de possibilités d'acheter à des gens, ce qui est aussi une bonne façon de limiter la variance, quoi. Tout à fait. En parlant de chat, il y a Dan Coleman qui joue plus aujourd'hui, mais c'était un énorme joueur de Heads Up Hyper Turbo à l'époque sur PES.com, et il s'était mis au MTT Live avec Olivier Busquets, qui était son binôme de travail. Ils avaient crush tous les high rollers, et arrive le Big One for One Drop, un des premiers. Celui qu'il avait gagné, ça. Il le gagne, et il avait décidé genre de mettre un quart de sa roll dans le tournoi, enfin un truc complètement fou, et parce qu'il s'était dit c'est juste un shot qui est trop EV+. Je vais pas me retrouver à jouer des tournois à 1 million toutes les semaines, hein, parce que tu disais avec le main WSOP. Voilà. Ça change, franchement, enfin, tu sais, c'est vraiment, je pense que surtout s'il déroule tout, il va les remonter, tu vois, genre, voilà, il faut avoir cette confiance-là, donc c'est pour ça que c'est un peu comme le truc des solvers, quoi, si t'appliques le truc BRM un peu à la con, bêtement et tout, ça va pas, c'est comme tout dans la vie, en fait, tu vois, genre, t'as tes connaissances, t'as les connaissances des gens, mais chaque cas est vraiment différent, et en fait, c'est à toi d'avoir, j'ai envie de dire, une logique avec tous les paramètres que tu as, toi, propres à toi, qui vont être différents de ton voisin, etc., et de faire en fonction de ça, quoi, tu vois, genre, s'il n'y a pas de règles, quoi. Il y a des cadres, ok, mais il n'y a pas de règles. Moi, pour moi, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, tu as des cadres, tu sais ce que tu dois faire, plus ou moins et tout, et ensuite tu tournes autour et tu fais ce que tu as à faire. Pour moi, une bonne décision, c'est celle qui est capable d'intégrer un maximum de paramètres extérieurs. Et plus tu arrives à ajouter des paramètres que d'autres gens vont pas prendre en compte, exactement, plus ta décision elle va être performante précise, par rapport au reste. C'est la définition pile poil, je trouve. Je voudrais revenir avec toi, parce que c'est quand même super excitant sur ton objectif qui avait l'air en tout cas d'être un de tes gros objectifs, c'est les Tritons. Quand est-ce que tu vas te lancer? Est-ce que tu as décidé ou pas? Et comment tu t'y prépares? Est-ce que t'es excité? Est-ce que c'est un truc genre vraiment qui te guide, auquel tu penses tous les matins en te rasant, ou Bon, normalement, je les joue, j'ai prévu de les jouer, donc ceux de Monaco, là, donc dans un mois maintenant, un peu moins d'un mois, en novembre.
donc mes premiers. Alors, excité, oui, tu vois. Après, je suis pas. Il y a plein d'étapes avant. Là, je vais à l'EPT Chypre et tout. J'essaie de, tu vois, faire vraiment dans l'ordre, quoi. Tu Mais vas là, jouer maintenant, DHR à Chypre? Enfin, tu sais, les espèces de sit and go terribles. jamais. Jamais. Ça, c'est vraiment les tournois que je pense que je. Alors, je vais pas dire que je les jouerai jamais, on sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, c'est les tournois qui m'excitent vraiment pas, pour plein de raisons. Je joue le 10K et roller de fin de festival que je trouve magnifique, tu vois, mais les 25 sur une journée, enfin, vraiment, c'est le genre de tournoi que j'ai pas forcément envie de jouer, où je pense que l'edge, il est ridicule de chez ridicule de chez ridicule. Et puis, le prestige, pour moi, il n'existe pas trop non plus. C'est bon, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, et l'un dans l'autre, du coup, j'ai pas, ça m'attire pas, quoi. Les tritons, à la base, quand ça a été créé, ça m'attirait pas du tout non plus parce qu'il y avait pas beaucoup de monde. Et que du coup, tu vois, genre j'étais là en mode, ok, bon, bah, si il joue cher, il joue cher. Si c'est juste jouer cher pour jouer cher, ça m'intéresse pas en fait, tu vois, c'est voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est complètement différent, quoi. La marque, elle est incroyable. Ils ont fait une ergonomie autour, une marque autour qui est vraiment, genre, que je trouve en tout cas vraiment géniale. Comment dire, le nombre de tournois qu'il y a aujourd'hui, le nombre de joueurs qu'il y a sur ces tournois-là a vraiment explosé. Donc, je crois qu'il y a le dernier main event à 125 000, je crois qu'il y avait eu 150 joueurs, je crois quelque chose comme ça. Donc c'est quand même vraiment, c'est huge quoi. C'est vraiment, on parle d'un bon fil quand même sur ce type de buy-in. Bon, moi je vais pas encore jouer ça, hein, c'est pas encore prévu. Mais donc là, j'ai toujours fait les choses, on va dire progressivement. Donc j'ai mis du temps avant d'y aller. Là, je vais donc normalement les jouer à Monaco. J'ai prévu que 2-3 events, tu vois, c'est pas, je vais pas faire toute la grille ou quoi, j'ai vraiment prévu que 2-3 events, en espérant en refaire plus après, quoi, si tu veux, mais tu vois, genre, commencer déjà à tester, voir un peu le contexte, la façon dont les gens jouent, c'est un peu différent, les dynamiques, parce que les structures sont quand même pas si folles, quoi, c'est un peu genre juste le hic de ces festivals, mais c'est normal, parce que il y a 10 jours de tournoi, les gens ils sont pas là pour, tu vois, attendre que ça se finisse, ils veulent un peu tout jouer, bon, ça se comprend, et puis c'est des hauts buy-in, les mecs ont envie d'aller vite, quoi. Mais ouais, ça fait partie du truc, quoi, c'est comme ça. Et du coup, comment je le bosse? Bah, je le bosse justement, en ce moment-là, je suis en train de, bah, je peux pas tout faire d'un coup pareil, mais je suis en train de voir deux points un peu particuliers. Je regarde un peu les dynamiques sur les vidéos, hein, les joueurs qui peuvent avoir parfois certains leaks dans les mains qui vont bluff, pas bluff, etc. Voir un peu ce que je vois. Et puis essayer de bosser un peu plus l'ICM sur les petits fields. Parce que tu joues pas l'ICM de la même manière sur un field, bien évidemment, où tu as 300 ITM, que où tu en as 20, quoi, 15, tu vois, genre j'en sais un. Et du coup, regarder un petit peu sur les vidéos et sur les solvers, comment les différences importantes à faire dans ces fields pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et tout l'aspect mental, en mode justement, quand je serai à la vue, tu vois, genre de ces tournois-là, bah, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que je vais réussir à jouer le poker que je dois jouer? Est-ce que je vais ne pas vouloir le jouer, mais pour les bonnes raisons? Pourquoi pas, tu vois, genre si à un moment, j'ai pas envie de prendre un spot qui est légèrement EV+, parce que c'est la bulle et que je me dis, c'est trop important que je fasse l'argent, j'en sais rien, tu vois, je te dis ça, mais que à partir du moment où je l'ai déterminé avant et que je suis d'accord avec ça, ça me pose pas de soucis. Si par contre je le fais alors que ma stratégie c'était différente, bah là je m'en voudrais, tu vois, donc c'est juste cette préparation là en amont qui est importante. Voilà, donc ni plus ni moins, quoi, mais y a pas d'énorme différence en vrai dans la façon de travailler, j'ai envie de dire, qu'un autre tournoi, quoi. C'est juste que les enjeux sont un peu plus importants, quoi, c'est tout, quoi. Tu parlais d'analyse vidéo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ce travail d'analyse vidéo sur un tournoi avec un petit field ou une TF, par exemple, sur laquelle tu as le temps de travailler en amont? Et genre, ça t'a permis de prendre une décision que tu n'aurais pas pris autrement et qui s'est avérée très largement payante. T'es pas obligé, si c'est le cas, de dire contre qui et dans quelle situation, mais est-ce que ça a déjà payé ce travail vidéo? Alors, j'en ai pas fait énormément, d'accord. J'en ai fait un petit peu sur... enfin, c'est mon coach mental d'ailleurs qui l'avait fait un peu sur moi-même, genre qui m'avait observé, qui avait regardé un petit peu les différentes attitudes que je pouvais avoir, etc. Donc voilà. Maintenant, ça a surtout permis de dégager quelques tels généraux, j'ai envie de dire, quoi, tu vois. Pas forcément spécifique à un joueur, genre je vais pas te dire lui il a ce tel là et tout, genre il fait tout le temps ça, tu vois. Genre il y a des joueurs qui le font, il y a des joueurs qui le savent. Moi c'est plutôt des tels genre qui répétitifs chez beaucoup de joueurs et qui me permettent avec la vidéo de confirmer ce type de tel, quoi. Ça va être des choses comme ça. Il y avait un dernier point que je voulais voir avec toi, c'est parler un peu de longévité dans le poker
Et comment est-ce que tu vois ça? Il me semble que tu as fêté tes 40 ans cette année. Moi, j'avais cette angoisse au début de ma carrière. Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans et je me disais, c'est mes meilleures années. Si j'ai pas réussi avant 25, c'est foutu pour moi et tout. Et puis plus le temps avance et plus je vois des exemples comme toi, comme Jérémy Osmus, que tu dois connaître aussi, qui ont une carrière qui a l'air peut-être au point... vous avez jamais été aussi haut d'une certaine manière. Vous êtes au pic de votre carrière et ça m'impressionne vachement, ça m'attire et tu vois, ça me donne envie de réussir à faire comme vous. Comment tu vois ça, la longévité dans ta carrière, jusque quand tu dois faire ça? Est-ce que tu as l'impression que plus tu prends de l'expérience, plus ça te donne un edge finalement sur le fil, que ton edge s'accroît sur les fils que tu es en train de jouer, ou qu'au contraire ça te demande plus d'efforts pour le maintenir? Je suis curieux par rapport à ça à titre très personnel, quoi. Bah déjà, tu sais, tu disais tout à l'heure, la meilleure décision, c'est avec le plus de paramètres possible. Donc forcément, avec l'âge, l'expérience, etc., bah, tu as des paramètres supplémentaires qui vont s'accumuler. Après, il y a d'autres choses où ça va être plus difficile. Hein. Quand je grind, j'ai moins de tables qu'un jeune qui va arriver, tu vois. Genre, voilà, donc il va avoir plus de coups que moi, mais je les ai déjà vus un petit peu en amont aussi. Et puis après, je pense que peut-être qu'on a un peu plus... peut-être l'expérience de savoir ce qui est important et moins important, tu vois, genre, et du coup, c'est plus difficile de travailler longtemps, mais encore une fois, on arrive peut-être à mieux travailler, peut-être, hein, tu vois. Mais ce que je dis, moi, c'est que c'est important d'avoir déjà des objectifs solides. Alors là, je vais te faire un truc comme les coachs mentaux vont te sortir, qui sont un peu bidons, mais qui, moi, me parlent quand même, quoi. Si tu sais où tu veux aller, et tu vois, genre, j'ai plus cette passion dont je te parlais tout à l'heure, vraiment de genre, putain, l'excitation, tu vois, genre, excitation, je joue ce tournoi-là, je suis excité et tout. Non, je l'ai plus. Par contre, je retrouve cette excitation et cette envie dans la performance, en fait. Et du coup, c'est ça qui me plaît, c'est justement ce que tu viens de dire, de rester encore, genre, à haut niveau avec mon âge, avec les années, malgré le fait que le poker évolue, de continuer à évoluer avec, en fait, tu vois, genre, ça me plaît en tant que compétiteur, etc. Et du coup, voilà, du coup j'essaye, tu vois, tant que j'ai envie de jouer, tant que je progresse et que d'arriver à avoir ce niveau, ça me fait plaisir et c'est là où je retrouve aussi mon kiff et du coup, et je vais mettre les préparations en amont pour ça aussi, tu vois. Maintenant, il y a un autre truc aussi, je trouve que j'ai entendu très souvent dans le poker, des gens qui jouaient au bout de 2 ans, 3 ans, comme qui disaient, voilà, moi de toute façon le poker... c'est juste un passage dans ma vie, je fais 5 ans, et j'ai l'impression qu'en fait la plupart des gens que j'ai entendu dire ça, très souvent, c'était un peu parce que ils avaient l'impression que genre dans leur vie, ils apportaient rien à la société et ça posait un problème, tu vois. Et moi, j'ai travaillé dans une société pendant quand même assez longtemps, tu vois, j'ai été salarié et tout, j'ai encore une fois un bon poste et tout ça, et franchement, mais... je sais pas ce que j'ai apporté de plus avec sa société que quand t'es joueur de poker, quand tu déclares ou quoi. Enfin, tu vois, économiquement parlant, on fait travailler l'économie, quoi. Tu vois, genre, tu dépenses de l'argent, il y a des gens qui n'ont pas de salariés, qui sont salariés, donc ils embauchent personne non plus, tu vois, c'est la même chose. Donc, si j'ai jamais, tu vois, trop été, attiré par ce dialogue-là, en fait, tu vois, genre chacun fait un peu sa carrière et voit comme il a envie. Si à un moment ça lui plaît plus, ça lui plaît plus, c'est encore autre chose, tu vois. Le discours est un peu bizarre en plus, en mode je suis ok pour ne rien apporter à la société pendant 5 ans, mais pas 6. Voilà. Ouais, c'est un peu se protéger, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu se cacher derrière un truc, de se dire genre, vas-y, bah peut-être qu'après je suis plus là, mais si je suis pas là, c'est... mais fais-le, enfin tu vois, genre si t'as plus envie de jouer, personne ne va... Et il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, en fait, c'est juste, t'as pris ta décision, fais-le, kiffe, dans un autre domaine et tout, bien sûr, tu vois, mais quand tu commences et que tu dis j'en ai que pour 4-5 ans, j'en ai que pour machin, je sais pas, moi c'est pas un truc qui me parle, si ça me plaît plus, ouais, par contre, tu vois, 100%, tu vois, si j'en ai marre du poker à un moment, je vais te dire, bah là ça commence à me saouler, je vais faire autre chose bientôt, tu vois, voilà, ouais, clairement. Mais pas parce que je me trouve telle ou telle excuse, quoi, en gros, quoi, tu vois. D'accord, super intéressant. Est-ce que si tu gagnes, tu gagnes les 3 tournois auxquels tu participes au Triton, le plan de la maison dans le sud, dans le sud, on se relocalise et on kiffe la vie, se matérialise ou encore un peu de travail? Ouais, clairement. Après, ça sera incompressible à 3 ans, peut-être 2, mais dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je resterai... Enfin,
Je veux dire, imagine demain je gagne le main event de Vegas, l'année prochaine, je serai encore au moins 2 ans à l'étranger. Et pour répondre peut-être aux interrogations ou quoi, genre je jouerai encore au poker, quoi. Tu vois, je déclarerai, j'irai en France et je déclarerai en France, voilà, c'est tout, quoi, basta. Mais je continuerai à jouer au poker en tout cas, de manière professionnelle. Il y a un truc aussi, si tu claques une énorme perf comme ça, t'as envie de te prouver. Enfin, moi, j'aurais envie de me prouver que je suis capable de rester au top au moins pendant un temps, le temps que je le décide, tu vois. Et pas juste, ah bah voilà, ça y est, c'est terminé, et j'ai plus la force, en fait. Genre, j'aimerais bien faire ce dernier petit effort euh, sur quelques années, 2, 3 ans, et montrer que... Bon, en tout cas, un immense merci pour cette interview. On va suivre tes aventures à Chypre avec beaucoup d'intérêt, et puis encore plus au Triton. Surtout que c'est très bien documenté en général, donc ça va être Ouais, super cool. ils ont fait vraiment un super boulot là-dessus, Ouais, quoi. C'est c'est sûr que c'est super agréable, quoi. C'est magnifique. parfait pour Rail et c'est une excellente publicité pour le poker en général, quoi. Clairement, clairement. Mais merci à toi, Alex. C'était Merci Raph, super. merci. J'ai kiffé en savoir plus sur toi et à très bientôt Bah, à Chypre. pareil, c'était sympa, très très sympa. Merci Raph. Ciao, Alex.